Bon, bonsoir. Je crois que nous allons commencer. Donc, l'association des ex-prisonniers politiques chiliens en France a le plaisir de vous accueillir, grâce à la MAL, dans cette rencontre autour de la présentation du livre La post-mémoire à l'œuvre, art et traumatisme politique à travers les générations, publié par Herman cette année. Nous accueillons donc les intervenants, l'autrice Verónica Estay, Rosalía Martínez, anthropologue, et Samuel Su, historien. Verónica Estay est membre de notre association et elle aborde dans cet ouvrage une problématique qui concerne non seulement le Chili ou l'Amérique du Sud, mais plus largement tous les pays qui ont été confrontés au traumatisme collectif, infligé par les régimes totalitaires, et encore les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, doivent assumer ou transmettre, parfois à leur insu, l'héritage d'un passé douloureux. D'où une première question qui se pose. Dans le cadre si vaste de la mémoire traumatique et de la mémoire transgénérationnelle, quelle est la spécificité de ce qu'on appelle la post-mémoire, à laquelle ce livre est consacré? Autrement dit, sommes-nous tous, d'une manière ou d'une autre, potentiellement concernés par ce phénomène? Avant de donner la parole à Verónica, pour répondre à celle-ci et à d'autres interrogations, je rappellerai qu'il y a 2 ans, en 2023, nous présentions ici même son livre « Survivre à la survie ». Si je comprends bien, cet essai littéraire est en grande partie autobiographique, contenait déjà en germe ce 2e livre, La post-mémoire à l'œuvre, qui propose une réflexion plus générale, centrée non seulement sur l'expérience de l'autrice, mais aussi sur celle de ses semblables, comme elle les appelle. Comment s'opère le passage d'un livre à l'autre? Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les distingue? Verónica, compañera, voilà quelques lignes de réflexion qui s'ébauchent pour commencer. À toi la parole, tu disposes de 15 minutes. Merci. C'est ça, pas plus. Bon, je commencerai par des remerciements. Donc, je remercie mon compagnon Denis, qui est là, qui a lu, relu et re-relu avec tant de patience le manuscrit et les épreuves de ce livre. Je remercie mon beau-fils, très beau-fils Pierre, pour sa tendresse et ses encouragements. Je remercie bien sûr l'association des ex-prisonniers politiques chiliens en France, ainsi que les intervenants qui nous accompagnent, Rosalía, Samuel, Pascal. Et puis je remercie aussi les personnes ici présentes, mes amis, mes camarades, mes étudiants et mes étudiantes. Je suis très contente que vous soyez là. La mémoire traumatique et ses modes de transmission ont fait l'objet de multiples réflexions dans plusieurs domaines, à commencer bien sûr par la psychanalyse. Et dans ce cadre, on a étudié de longue date les secrets de famille avec le passage de la crypte, le secret tel qu'il se constitue au sein de la première génération, autour d'un vécu douloureux, au fantôme, qui désigne la transmission du secret dépouillé de son contenu aux générations suivantes. Et on connaît désormais assez bien les symptômes et les troubles générés par ce fantôme chez les personnes qui sont hantées par lui. On peut donc dire que pour ce qui concerne la mémoire traumatique dans son ensemble, nous sommes tous, oui, donc merci pour ta question Pascal, nous sommes tous, oui, potentiellement concernés. À l'intérieur de ce vaste domaine, ce qu'on appelle la post-mémoire concerne spécifiquement la transmission des traumatismes collectifs. Et donc ce terme de post-mémoire proposé par Marianne Hirsch, professeure à l'Université de Columbia, permet justement de mettre l'accent sur la dimension sociopolitique du phénomène, puisque le traumatisme en question se trouve associé à un vécu partagé et pas uniquement à une expérience individuelle. Donc tout le monde n'est pas concerné par la post-mémoire à proprement parler, même si son étude permet d'éclairer des souffrances personnelles et même si tout un chacun peut se reconnaître ou se projeter dans les blessures infligées par les tragédies de l'histoire. Le livre que nous présentons aujourd'hui constitue en effet le versant théorique, écrit pourtant, je l'espère, dans un langage accessible. Donc c'est le versant théorique de l'ouvrage paru en 2023 intitulé « Survivre à la survie ». J'y mettais dans ce premier livre un récit, la post-mémoire,
en faisant appel effectivement à ma propre expérience. Mais en réalité, la toute première version de Survivre à la survie, qui comptait autour de 450 pages, contenait aussi bien ce récit un peu romancé qu'une réflexion visant à théoriser le concept de post-mémoire. Mais ce manuscrit, à vrai dire assez indigeste, aurait probablement trouvé très peu de lecteurs, en dehors de Denis et de quelques amis proches auxquels j'ai infligé la révision de cette première version du texte. Et c'est pourquoi j'ai décidé de dissocier la partie narrative de la partie théorique pour en faire deux livres distincts. À la base, l'écriture de tous les deux a été motivée par la volonté ou même la nécessité que j'éprouvais de comprendre une expérience qui me concernait profondément. Comme la plupart, enfin plusieurs d'entre vous le savent, je suis fille d'ex-prisonniers politiques qui ont fui la dictature de Pinochet au Chili pour se réfugier au Mexique, pays où je suis née. Et c'est à ce titre que j'ai rejoint l'association des ex-prisonniers politiques. En même temps, je suis également la nièce d'un homme responsable des crimes contre l'humanité, mort en prison en 2021. Cet homme, le frère de mon père, surnommé El Fanta, était un militant du Parti communiste qui a craqué sous la torture et a dénoncé tous ses camarades. Par la suite, il a continué à collaborer avec ces tortionnaires en adhérant désormais pleinement et volontairement à leur idéologie. Et c'est ainsi qu'en 1985, il a participé à un crime emblématique au Chili, connu comme le cas des égorgés, el caso de Goyados. Le nom du cas, assez parlant, désigne la manière brutale dont ont été assassinés 3 militants, ex-camarades d'ailleurs d'El Fanta. C'est donc en tant que nièce de ce criminel que j'ai rejoint un collectif international appelé Histoire désobéissante, descendant de tortionnaires pour la mémoire, la vérité et la justice. Comme vous pouvez l'imaginer, avec cette étiquette ou ce stigmate de nièce de tortionnaire, ça n'a pas été facile de commencer à militer dans le monde des droits humains, sachant que, en plus, dans les milieux politisés au Chili, mon nom de famille, Estay, renvoie tout de suite ou très vite à Miguel Estay El Fanta. Pour ne donner qu'un exemple, lors d'un dîner au Chili avec des amis, une personne est arrivée et lorsqu'elle a entendu mon nom de famille, elle m'a regardé longuement, une éternité je pourrais dire, et sans dire un mot, elle a quitté la table et est partie. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour assimiler et assumer cette dimension de mon héritage et pour réussir à en parler ouvertement et publiquement. Comme beaucoup de mes camarades désobéissants, j'avais honte, j'avais peur, et lorsque j'ai rejoint le collectif, je leur ai annoncé fermement que jamais je n'accorderai des entretiens à des journalistes, que jamais je ne prendrai la parole en public, que jamais je ne publierai un livre sur ces questions et que jamais je ne le présenterai. Et pourtant, me voici. Au fond, la post-mémoire à l'œuvre rend compte de ce long parcours qui conduit à la prise de parole comme acte personnel et aussi comme acte politique. D'une certaine manière, ma double casquette, fille de nièce de, m'a permis d'avoir une compréhension, entre guillemets, privilégiée de la post-mémoire des descendants des victimes et des descendants des bourreaux. Ce dont je parle, je le connais de l'intérieur. Pourtant, dans ce livre, comme l'a dit Pascal, je ne parle pas que de moi-même, mais aussi des autres, de mes semblables, de tous ces autres qui, au sein de la 2e ou la 3e génération, ont tenté de donner forme à leur expérience à travers l'art ou l'écriture. D'où le sous-titre du livre « Art et traumatisme politique à travers les générations ». Étant donné mon domaine de spécialité, c'est en sémioticienne que j'analyse le phénomène même de la post-mémoire et les créations qui en sont issues. Pour définir plus précisément la post-mémoire, je pourrais la résumer en une phrase. J'ai des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Évidemment, ce ne sont pas des souvenirs à proprement parler, parce que personne ne peut se rappeler ce qu'il n'a pas vécu, mais les images, les affects et les traces des expériences extrêmes migrent des survivants vers leurs enfants, voire vers leurs petits-enfants. La post-mémoire se situe donc dans un espace paradoxal entre présence et absence, entre le trop-plein de l'éprouvé sensible et le trop-vide de l'expérience manquante. Or, avant de devenir parole, la mémoire passe par le corps. Les survivants transmettent souvent malgré eux.
une crispation soudaine, une colère inexpliquée, une peur disproportionnée face à un bruit ou à une odeur. Ce sont des bribes d'histoire inscrites dans les fibres mêmes de leur être. Et les enfants sensibles à ces dissonances héritent de cette mémoire somatique avant même d'en entendre le récit. C'est ce que j'appelle l'inframémoire, qu'on peut considérer comme une première phase du travail de post-mémoire. Puis vient le langage. Les récits fragmentés, les demi-confidences, les archives familiales, les photos en noir et blanc. Parfois, le silence lui-même devient message. Ce dont on ne parle pas finit par nous hanter encore plus que ce qui nous est raconté, jusqu'au jour où on parvient à y mettre des mots. C'est ce passage du corps au discours qui transforme l'inframémoire diffuse en post-mémoire construite. Mais cette élaboration est destinée à demeurer inachevée parce qu'elle ne comble jamais totalement le vide de ce que l'on n'a pas vécu. D'où la nécessité si récurrente dans les générations d'après d'avoir recours à l'imagination. Ainsi, la post-mémoire dans son ensemble se caractérise par un certain nombre de traits. Tout d'abord, c'est une mémoire par procuration, faite d'images empruntées mais devenues intimes. Cette incarnation des souvenirs d'autrui suppose une affectivité souvent très intense, parfois disproportionnée par rapport à l'expérience effectivement vécue par les descendants. Et ensuite, il y a aussi l'immixtion du passé dans le présent qui génère l'impression d'un décalage temporel. Nous sommes arrivés trop tard, lorsque le train de l'histoire était déjà parti. C'est pour ça qu'aussi j'appelle mes semblables des retardataires. D'où la quête identitaire. Comment se définir par rapport à un récit fondateur dont on n'a pas été acteur direct. Et enfin, la quête de soi, qui implique la quête de l'autre, ouvre sur une dimension créative. La post-mémoire se dit très souvent par l'art, la littérature, le cinéma. Donc sur cette base, il me semble que la post-mémoire se spécifie selon la source dont elle émane, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, en débouchant sur des post-mémoires particulières. L'exil, la prison, la torture, la clandestinité, la disparition, des survivants à leurs descendants, chaque expérience tend à générer son propre dispositif de représentation et des souffrances et comporte ses propres enjeux. Par exemple, être fils ou fille de l'exil, c'est porter la nostalgie d'un pays que l'on n'a pas connu. On hérite d'une patrie lointaine, faite de récits parentaux, de chansons transmises à la veillée. Ce pays absent devient à la fois horizon d'attente et source de désajustement permanent. On n'est pas d'ici, mais on n'est pas de là-bas non plus. L'enjeu, c'est donc assumer son étrangèreté et l'habiter comme une maison. De leur côté, les enfants, les descendants d'anciens prisonniers politiques, c'est mon cas aussi, peuvent ressentir le poids de l'expérience carcérale. Le corps marqué par l'enfermement transmet une mémoire d'étouffement et de claustration. On porte en nous l'écho des portes closes et l'angoisse des nuits d'isolement. L'enjeu, retrouver la liberté intérieure. La torture, quant à elle, laisse des séquelles visibles et invisibles, mes camarades le savent. Handicap, douleurs résiduelles, tremblements, cauchemars, méfiance envers le monde. Certains de ces symptômes traversent les générations et engendrent chez les enfants une perception fragile de la réalité, comme si le sol pouvait s'ouvrir sous nos pas à tout instant. Chez le dentiste, par exemple, allongé sur le fauteuil, on évoque à son insu les souffrances infligées aux autres autrefois, dans d'autres circonstances. Et notre petite douleur devient infiniment banale. Cette expérience chez le dentiste est vraie et une de mes semblables au Chili m'a dit que ça lui arrivait à elle aussi. Et l'enjeu est donc dans ce cas d'apprendre que tout n'est pas possible à tout moment et que le pire n'arrive qu'exceptionnellement. Il y a bien sûr une post-mémoire de la clandestinité, puisque parler c'est trahir, on s'était, on ne fait confiance à personne, on cache son histoire familiale, on éprouve la fascination de l'invisibilité. L'enjeu, c'est apprendre à faire confiance aux autres et à se confier. Il y a aussi la disparition, la vraie, celle des personnes dont le corps n'a jamais été retrouvé. En tout cas, donc, les descendants des disparus héritent d'un vide radical. Pas de dépouille, pas de tombe, pas de conclusion au récit. Le manque structure leur identité. L'enjeu, c'est donc de faire le deuil d'un mort sans sépulture. Enfin, il y a, comme je l'ai dit, la post-mémoire des descendants de bourreaux. Héritiers d'un nom souillé, ils oscillent entre adhésion servile, honte et révolte contre leurs parents. Leur mémoire n'est pas celle du silence imposé par la douleur, mais celle du secret entretenu par la culpabilité. Certains choisissent la complicité ou le déni,
D'autres rompent l'héritage et s'exposent au prix de l'exclusion. Leur enjeu est de transcender la contradiction entre l'éventuel amour filial envers le père, ou l'oncle, ou le grand-père, et le rejet du criminel, alors qu'il s'agit d'une seule et même personne. Bien au-delà de la sphère intime, et face à la dénégation parfois dominante, il s'agit d'accorder à son propre témoignage en tant que fils ou fille de salaud le statut de preuve. Je conclurai en disant que la post-mémoire n'est pas une curiosité marginale. Elle traverse nos sociétés du Chili à l'Argentine, de l'Espagne aux descendants de la Shoah. Elle se trouve actuellement en germe en Ukraine et à Gaza et projette son ombre sur les générations à venir. Elle témoigne de la puissance de destruction de la violence politique et de l'impact des traumatismes collectifs qui ne s'arrêtent pas avec les victimes directes, mais se propagent transformés à celles et ceux qui leur succèdent. La post-mémoire est à la fois fardeau et ressource. Les héritiers des crimes passés sont parvenus, et parviennent encore, tant bien que mal, à surmonter l'horreur par le langage ou par le cri. Les enfants et les petits-enfants des survivants des guerres actuelles, par quelle secrète alchimie réussiront-ils à s'extraire de l'insensé? Encore faut-il, bien sûr, qu'il y ait des survivants. Tel est pour l'instant l'enjeu des massacres et des génocides en cours. Merci. Merci Véronica. Maintenant, nous allons donner la parole à Rosalía Martínez, anthropologue, pour 20 minutes. Gracias. Bueno, después de... No tengo micrófono. Pardon, en français. C'est incroyable parce que dès que j'ai commencé à écrire les commentaires sur ton livre, je ne pouvais pas faire penser en français. J'écrivais en espagnol tout le temps et disais, mais non, mais le livre en français. Et je ne sais pas, toute cette thématique-là, pour moi, est en espagnol. Oui. Malgré que je suis anthropologue et je travaille sur une autre post-mémoire, qui est la post-mémoire des sociétés indigènes de Bolivie, qui est une post-mémoire qui s'allonge dans les temps des 5 siècles, la post-mémoire de autant la conquête inca dans la région où je travaille, qui est la conquête espagnole, l'époque coloniale, etc. Et ça m'a fait énormément réfléchir. Mais ce n'est pas en tant qu'anthropologue que je vais parler aujourd'hui. Pas du tout. Je vais parler en tant que maman et première génération de gens comme Véronica, qui est là, et d'autres enfants, et aussi de tous nos enfants, parce qu'il y a quelque chose on partage tous, je pense, en tant que génération, c'est le fait de sentir que les enfants des autres sont aussi les nôtres. Et ça, c'est quelque chose de très fort, même si on ne les connaît pas personnellement. Et je voudrais d'abord remercier la Véro par ce livre, qui est un livre d'une grande finesse et intellectuelle. C'est un livre intelligent. C'est un livre conceptuellement dense et à la fois sensible et intime, parce qu'elle part de son expérience en nous transmettant autant les affects et les émotions, son inframémoire, et aussi sa post-mémoire, sa réflexion sur ce qu'elle a vécu. Et je pense qu'elle touche à une problématique de société, comme elle l'a dit. Tu as dit beaucoup de choses que j'allais dire, donc ça va être plus court. Mais aussi, il nous touche profondément à nous en tant que génération, parce qu'elle pose la question de comment nous, en tant que personnes, avons transmis notre expérience à nos enfants. Qu'est-ce que nous avons raconté, qu'est-ce que nous avons vu, quelles choses sont passées, et qui n'arrêtent pas, je pense que je n'exagère pas si je dis ça, de nous interpeller en tant que parents. Parce qu'on a tout été surpris par des réactions de nos enfants devant l'histoire du Chili, devant notre histoire, des réactions qui vont du rejet à l'indifférence, à un intérêt limité, contrôlé, ou un engagement politique très fort. Et ces réactions se sont exprimées de manière différente à travers les temps. Nos enfants aussi ont changé et ils ont passé par différents positionnements par rapport à toute cette réalité. Et la seule chose que je dirais en tant qu'anthropologue, c'est que l'expérience de Véro, qui est racontée de manière très intime,
et tout le livre, parce que les sources avec lesquelles je travaille sont des gens qui ont passé par une démarche esthétique qui leur a permis une distanciation également. Et ça, je pense qu'il pourrait s'étendre dans une deuxième étape, et je t'invite à le faire, avec un regard anthropologique qui étudie les mécanismes collectifs de la transmission, qui sont présents et auxquels nous réfléchissons en tant qu'anthropologues de manière assez actuelle. Je dirais que c'est un livre qui est très féminin. Il y a une sensibilité féminine dès le début jusqu'à la fin. C'est très important la présence féminine, la présence de la mère dans tous les témoignages. Et aussi, moi, ça m'a interpellée quand j'ai vu qu'un des concepts fondamentaux, dont je vais parler un petit peu, c'est le concept des croyances qui était appelé croyances mères. Et donc, il y a cette espèce de sensibilité féminine, et on peut se demander, comme Véro se le demande dans le livre, où commence la post-mémoire, où finit, comment on distingue la post-mémoire de quelqu'un qui a des parents avec cette absence radicale, des parents disparus, à des enfants qui gardent des traces, qui ont vécu des choses. Comment créer toute cette typologie, finalement, tu résous le problème en disant, bon, on va traiter tout ça comme post-mémoire. Mais là, pareil, il se pose cette question très importante, donc, est-ce qu'il y a une post-mémoire féminine qui est différente d'une post-mémoire masculine? Et c'est une question que je trouve pertinente, surtout quand j'étais lue. Je dirais qu'en première... pardon. Je voulais préparer quelque chose d'organisé, structuré comme elle l'a fait. Et je n'ai pas pu. J'étais tellement prise par ce livre que je l'ai lu trop tard. Et comme normalement on lit un livre, en temps je sais quand on fait le compte rendu combien de temps ça prend, et ça m'a pris 3 fois plus, car le livre m'a trop interpellée, non seulement du point de vue affectif et émotionnel, je l'ai lu avec une émotion totale, dès le début jusqu'à la fin, et aussi il m'a interpellée en tant que pensée, intellectuellement. Ça pose tellement de problèmes, et il y a tellement de choses qui sont posées et qui ouvrent à plein de schémas à la réflexion après, que moi, hier soir, je n'ai pas dormi dans la nuit. Là, je l'ouvre. Non, parce qu'il y a plein de souvenirs qui viennent, des rappels, des conversations, des choses qu'on a dites. Je me souviens d'une de mes filles qui me dit « Mais maman, tu ne m'as jamais raconté rien. » Et je dis « Mais je t'ai tout raconté, mais qu'est-ce que tu dis ?» Et ce décalage, je dirais que le premier impact qui fait ce livre, c'est à nous. Et c'est de ce point de vue que je vais parler. Nous, première génération, pas anthropologue, nous parents, la première chose qui m'a impacté dans ce livre, c'est prendre conscience que nos enfants sont sujets à la post-mémoire, sont aussi des survivants, des victimes. Les noms ne sont jamais bons, aucun. L'étiquette survivante, un nom me révolte, mais la victime pire et combattant atroce, bon. N'importe. Nos enfants sont aussi traversés par ce qui nous est arrivé. Comme, au contraire, nous avons pensé que nous avions vécu ça et qu'ils vivaient un peu comme l'écume des vagues. Hein? Après, ils se débrouillaient comme ils pouvaient avec ce qu'on avait. Mais le premier impact de ces livres, je pense, pour notre génération, je regarde la vie, je regarde le sol, c'est de prendre conscience des problèmes qu'ont eu nos enfants et qui affrontent nos enfants devant ces passés qu'on a parlé plus ou moins, on a caché plus ou moins. Et je pense que ça c'est un apport fondamental et que c'est thérapeutique aussi pour notre génération. Alors, je dirais que je n'ai pas pu donc construire cette espèce de regard structuré, je suis désordonnée et je l'assume. Je vais parler de quelques points qui m'ont interpellée particulièrement et qui m'ont fait réfléchir ou rappeler à des réflexions qu'on a parfois partagées ou nous avons partagées entre des gens qui ont vécu les mêmes expériences et qui me permet d'avoir un dialogue intergénérationnel. Et donc je vais parler de choses avec lesquelles je souhaite dialoguer avec la Véro en même temps. Ouh là là, c'est déjà 8 minutes. Hein? La première chose est
je dirais, c'est la question, une formulation que tu fais très intéressante, dont tu viens de parler, qui est la question de l'expérience de la post-mémoire. Tu cherches, comme l'a dit aussi Pascal, à définir la post-mémoire par rapport à la mémoire, que c'est celle que nous avons directe de l'événement, hein, du succès. Et une des choses dont tu parles, c'est le fait des rapports entre le trop-plein et le trop-vide. Hein. Et il y a dans une très belle phrase, trop-plein pour la belle, je ne sais pas si tu l'as dit, je pense que oui, ce sont les émotions, les affects, tout ce qui vient, dont nos enfants sont pleins, et les vides, c'est l'absence de remémoration, de l'expérience même qu'on va remémorer. Et ce qu'elle propose, c'est que cette disjonction entre le fait de ne pas avoir vécu ça et les trop plein d'émotions va définir de manière essentielle la post-mémoire, si j'ai bien compris. Hein, oui, exactement. Bon, et c'est une condition tout à fait passionnante. Et tu dis d'une manière très belle que c'est la relation gommée entre la source des souvenirs et les émotions, les trop pleins d'émotions qui caractérisent la post-mémoire. Et donc, le travail de la deuxième génération serait celui de remplir les vides. Or, en pensant à ma propre expérience, je me suis dit, si nous ne faisions pas exactement le chemin contraire, c'est-à-dire que nous aussi, nous sommes définis par cette paire de trop plein et trop vide. Et nous avons un trop plein d'émotions, et nous, à la place de chercher à remplir ces vides, Véronique elle postule que le vide est rempli par l'imagination. Hein. On n'a pas vécu l'événement, on les remplit avec les vides, et c'est les vides, c'est le vide même qui crée cette espèce de disjonction. Et nous, je pense qu'on fait le chemin inverse, c'est-à-dire que nous avons un trop plein d'émotions et un plein de souvenirs, de remémoration, mais notre travail, en grande partie, a été celui de, au contraire, créer du vide, non pas les chercher, à arriver à, justement, il y a l'oubli, il y a le fait qu'on ne parle pas, il y a le silence, tout ça, et plein d'autres choses. Et donc, ce que nous cherchons, c'est à oublier, ou pas oublier, mais à ne pas vivre, parce qu'on ne peut pas, toute la journée, 24 heures sur 24, avec la remémoration directe de ce qui est arrivé. Donc, je me demande là s'il n'y en a pas justement une démarche contraire, mais qu'en même temps, cette parallélisme des contradictions entre plein est totalement pertinent aussi pour définir la mémoire. Donc ça c'est une première chose que je pense que ça serait intéressant de discuter. Je ne sais pas si à toi ça te dit quelque chose. Oui, 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 complètement. C'est vraiment... Bon, merci pour la manière dont tu reformules ce que j'explique dans le livre. C'est exactement ça. Pour la post-mémoire et cette idée de recherche de vide de la part de la première génération qui se trouverait trop pleine, donc saturée de souvenirs, d'expériences effectivement vécues, je ne l'avais pas pensé ainsi et ça me semble très très éclairant. Et d'ailleurs, j'en parle mais d'une autre manière, pas d'une manière aussi claire, mais c'est vrai que je pensais à, disons, cette expérience du trop-plein qu'on trouve par exemple dans l'Aleph de Borges. Donc c'est un livre qui raconte la découverte par le personnage Borges d'un petit trou dans une cave à travers lequel il voit tout l'univers. Et donc c'est vraiment la confrontation, bon, bien sûr presque métaphysique, une confrontation avec le trop-plein de l'univers. Et comment réussit-il à en rendre compte? Eh bien, par fragments. Donc en mettant de l'air en quelque sorte. Et je pense que c'est cette quête un peu de, je dis même de l'air car on étouffe. Donc c'est un peu mettre de l'air aussi bien dans l'énonciation que peut-être dans la remémoration ou peut-être un petit travail d'oubli, un travail de silence. Le problème, c'est que ça peut générer des malentendus entre mémoire et post-mémoire, parce que justement, pour la deuxième génération, c'est le vide qui est insupportable. Bien sûr, oui.
Et là, nous, on a un principe de distanciation, hein, de l'événement qu'on a vécu. Et cette distanciation, on la sent bien, par exemple, dans les témoignages, dans la modalité de communication des témoignages, qui est quand on voit les familles de disparus, ou nous-mêmes, en tant que prisonniers, qu'on parle, et on parle en public, on a une voix monocorde, distanciée, sans pathos, sans affect, et qui est très étonnant pour les gens qui ne sont pas dedans, car nous ne pourrons pas nous permettre de mettre de l'émotion là-dedans, parce que sinon tu parles, tu parles dans tous les sens. Hein? Et là, je pense que ça, c'est cette idée de la recherche de la distanciation du vide quand le travail inverse de celui de la post-mémoire. Un autre phénomène de distanciation également, c'est l'humour populaire. Quand on trouve, on a fait, comme vous savez, ceux qui connaissent l'association a fait un travail très important de recueil de témoignages, surtout au début à des fins judiciaires. Et Patricia, qui vient de partir, une camarade qui vient de partir, qui nous a laissé Patricia Souni et moi-même, nous avons des premiers temps commencé à prendre des témoignages. Et parfois, il y avait l'étonnement de comment des personnes qui venaient à témoigner. C'était des témoignages, je n'ai pas le temps d'en parler, ça vaudrait la peine de travailler. Qu'est-ce qu'était ce témoignage? Cette intimité qui se crée de témoigner devant quelqu'un qui connaît comme toi l'expérience, qui est très différent de témoigner à un juge ou rien à voir, ou même un historien. Et là, il y avait quelque chose de très étonnant, comment certains camarades racontaient son expérience avec cet humour chilien, que beaucoup parmi nous connaissent. Esta me sacaron la crista, pero yo igual. O sea, il y a une manière de raconter qui produit aussi une distanciation et qui est de l'ordre du culturel. Et là, ça nous fait réfléchir à l'intégration dans le type de travail que tu fais, de quelques éléments culturels aussi, non seulement à la différence féminin-masculin, mais aussi à la différence des rapports culturels à la souffrance, à la mort, etc. Bon. Et là, une question que je trouvais très importante, il me reste 5 minutes, c'est ça? Hein? 5, hein? Bon, ça va être double, comme d'habitude. C'est la question de l'inframémoire, passionnante. Et ce que tu décris comme inframémoire, la Veilo décrit les phénomènes de post-mémoire comme un phénomène en 2 étapes. D'abord, tout ce qu'on reçoit, qui sont les odeurs, les souvenirs, les émotions, qui sont avant la parole, et après la distanciation que la deuxième génération fait à partir de toutes ces réceptions et son travail de mettre ça en récit, faire une narration, une narrativité de sa propre expérience qu'elle a fait en même temps, se définir comme un sujet différent de celui des parents. Et tu parles de l'inframémoire comme tout ce qu'on reçoit, le corps, la fusion physique, tu insistes beaucoup sur le corps, ça c'est très important. Il y a la mère aussi qui parle tout le temps. Oui, la peau de la mère, le lait, l'odeur de lait, les disparus, tout ça c'est très très intéressant. Et là, ça m'a fait énormément penser parce que je pensais beaucoup à mes enfants. J'ai une fille qui a horreur de la police, c'est pareil que toi. Elle va tous les manifs et chaque fois qu'elle voit la police, elle tremble, elle traverse la ligne du métro de l'autre côté, etc., etc. À tout ce que nos enfants ont reçu et qui en fait sont envahis par ça. Et ça, il y a plein d'exemples. Et comment ils n'ont pas fait ce travail encore de mise en parole, de construire une narration de soi-même. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Très très bien compris, oui, je ne l'ai pas dit mieux que toi. Non, non, vraiment. Non, beaucoup mieux. Et là, je trouve très intéressant cette notion. C'est un vrai apport, hein, d'inframémoire tel que tu l'as défini. Parce que toi, tu vas la définir, et je vais finir par ça, c'est bien que je vais te demander de répondre, par un autre concept qui est le concept que tu fais. Tu lis l'inframémoire à ce concept des mères, comment tu l'appelles, la croyance mère. Ah, oui. La croyance mère, c'est quelque chose de
peut-être que tu la définirais plus rapidement que moi, mais c'est le fait de croire que l'expérience sensible qu'on a, les choses qu'on vit, peuvent être communiquées aux autres et qu'ils vont les comprendre. Et toi, tu m'utilises un exemple très clair, et je dis ça c'est un verre, et tout le monde sait que ça c'est un verre et que c'est ça. Hein? Et tu dis très bien que l'expérience de la torture est justement des compléments de tocar et bouleverser tout ce qu'on croit qui est le monde, ses règles, ses normes, tout ce qui est perceptible, les sensations que j'ai, parce qu'on rentre dans un monde délirant, où rien n'est à sa place, où les choses sont totalement détournées. Moi, je ne suis pas moi, l'autre n'est pas lui, et ça, c'est très important. Et là, je trouve que ça, c'est extrêmement, cette idée de la croyance mère me paraît un apport essentiel. Effectivement, ça définit complètement la torture, mais et tu as l'hypothèse que la croyance mère est la première étape d'un travail, et c'est par là qu'il naît le travail des post-mémoires. Alors, disons que dans la post-mémoire, idéalement, il faudrait réussir à restructurer la croyance mère, parce que l'ébranlement, mon hypothèse, c'est que l'ébranlement de la croyance mère chez les survivants se transmet aussi à leurs enfants, par une sorte d'incertitude primordiale qui passe par la peau, qu'on ne peut pas faire confiance au monde tel qu'il est, et justement tout peut s'effondrer à tout moment. Et donc mon hypothèse, c'est qu'il faut réussir d'une certaine manière à recoudre cette croyance mère déchirée dans la mesure du possible. Et je finis. Oui, je pense qu'on peut donner la parole à Samuel. J'ai fini. Je vous avec une phrase. Une petite phrase, oui. Non, le terrain assis, c'est génial. Vraiment, il y a 1000 choses à dire, 2000 choses à dire. On pourrait parler ici. Et je pense que, j'espère que le dialogue avec la salle va être très riche aussi. Il y a 1000. Vraiment, c'est très intéressant. Merci. Désolée Rosalia, mais on va donner la parole maintenant à Samuel Su, qui est un historien. Merci beaucoup, effectivement. Bon, maintenant, passer en troisième, je me retire l'assiette de la table un peu, qu'est-ce que je peux rajouter d'intelligent et de pertinent après Véronica. Je pensais qu'on allait parler d'abord avec Rosalia, mais après avoir écouté Véronica, après avoir écouté Rosalia, il y a déjà beaucoup d'éléments évidemment très intéressants qui, je pense, donnent déjà envie de lire le livre. Je suis content de pouvoir avoir l'occasion en public de partager. Je vais parler évidemment de ce livre, mais aussi de manière plus générale du travail et de l'œuvre de Véronica, parce que comme l'a bien expliqué Pascal, ce livre dialogue vraiment avec celui qui le précède, Survivre à la survie de 2023, et aussi parce que j'ai eu la chance au cours des dernières années de pouvoir côtoyer, accompagner Véronica sur ce chemin de sa post-mémoire, et qui s'est déployé sur au moins 3 terrains sur lesquels on a pu partager aussi un cheminement personnel et familial fait d'aller-retour entre la France, le Chili, le Mexique, mais aussi d'activités ailleurs en Amérique latine et en Europe, et qui a nourri ce dialogue et ces échanges qui ont conduit aussi Véronica à traduire mon livre et sur lequel on a beaucoup partagé, et ce travail aussi, j'en suis extrêmement reconnaissant. Un terrain aussi académique, qu'il a mené aujourd'hui à l'université Paris-Cité, et qui a été fait évidemment de encuentros et desencuentros du monde académique, mais qui a quand même son intérêt, puisque, comme on précisait en introduction, ce livre est un petit peu le versant théorique qui se propose justement depuis une démarche scientifique d'apporter au champ de connaissances sur la post-mémoire, et aussi un cheminement militant, à la fois au sein de l'association d'ex-prisonniers politiques chiliens en France, mais aussi au sein du collectif Histoire désobéissante, également avec lequel j'ai eu l'opportunité de travailler il y a quelques années. Et donc rapidement, ce livre a tout de suite suscité chez moi un intérêt de par, en premier lieu, je pense, le croisement des disciplines, et les 3 parties permettent de le voir assez bien: la mémoire d'après la mémoire, l'histoire après l'histoire et la langue après la langue. Donc déjà, ces 3 parties nous interpellent, puisqu'il y a seulement pour la mémoire qu'on rajoute ce d'après la mémoire. Et en fait, ce d'après, il a signifié pour moi, effectivement, de nouveaux questionnements, en lien évidemment avec le travail qui est lié au travail de mémoire en Amérique du Sud, et plus particulièrement dans le cône sud, sur les questions de violence de masse, de terrorisme d'État, au Chili, en Argentine comme en Uruguay, mais aussi parce que le livre, il propose
une démarche de recherche qui essaye de mettre en avant et de montrer un peu quelles sont finalement les stratégies aussi de mise en récit de la post-mémoire, comment elle se fabrique, comment elle naît. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est l'occasion, à travers ce travail, de montrer une porosité qui, parfois, justement, en histoire, est très rigide entre le témoin direct et le témoin indirect. Et en fait, de montrer à quel point il y a un intérêt à se plonger, pas seulement dans le témoin direct de l'événement, qu'en histoire on considérait comme la source primaire à laquelle accorder évidemment le plus d'importance, mais aussi le ou la témoin indirect, et justement parce que ce processus de récupération peut être similaire. Et Veronica explique très bien dans son livre comment finalement ce cheminement pour celles et ceux qui n'ont rien vécu et celles et ceux qui ne se souviennent de rien peuvent finalement donner lieu à deux cheminements parallèles mais qui empruntent des stratégies similaires. Et donc cette idée un peu de poste, de génération bis et de retardataire de l'histoire m'a aussi interpellé en lien avec tout ça. Donc dire aussi évidemment que ce livre nous permet de comprendre un peu comment passe, et Rosalia l'a bien expliqué, de l'inframémoire, donc la mémoire sous la peau. En lisant finalement le livre, je pensais aussi à La mémoire sous la peau, ce film justement d'un agent secret à qui on a retiré tous les souvenirs et qu'on a aussi brisé physiquement et mentalement pour pouvoir en faire un agent, un tueur à gages docile. Et finalement ce deuxième film, la suite, est La vengeance dans la peau. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que derrière ce duo de films, il y a aussi la question de la lutte. Et la question de la lutte, c'est une lutte qui est d'abord individuelle, un effort sur soi-même, sur ses souvenirs, sur ses relations familiales, mais aussi un effort collectif, puisque la post-mémoire, finalement, en tout cas, moi, c'est aussi ce que je retire de cette lecture, et finalement aussi un effort collectif et quelque chose qui se construit en commun. Le travail de Veronica aussi, et donc Survivre à la survie et la post-mémoire à l'œuvre, je pense, nous permettent de comprendre un peu ce que c'est qu'un cheminement justement personnel et collectif à travers ces différents terrains. Et c'est aussi une forme de guide de survie, je trouve, un guide de survie pour affronter cette transmission transgénérationnelle des traumas. La question de l'humour, Rosalia est très bien revenue dessus. Moi, justement, c'est quelque chose aussi qui m'a interpellé, cet humour chilien, cet humour noir, cette ironie, qui est aussi un humour résistant, une manière de trouver le bon détachement, la bonne manière de formuler les choses, pour se faire comprendre, et en même temps pour réussir à en rire, et pour réussir à le rendre réel, et à rendre tous ces traumas réels dans ces conversations et dans cet espace collectif. Et évidemment, c'est un aspect qui m'intéresse, donc on a parlé déjà de cette question d'enfant-mémoire et post-mémoire, mais une première question pour Veronica, c'est que ce livre est accompagné, et ça m'a beaucoup intéressé, notamment les références documentaires, d'une profusion de références qui sont empruntées à la fois à la performance, aux arts graphiques, au cinéma documentaire, à la littérature, aux arts de manière générale. Et donc le dialogue avec toutes ces œuvres m'a paru vraiment pertinent pour essayer aussi de comprendre, de mettre en image, de mettre en récit ce que ça peut être la post-mémoire. Et peut-être, Veronica, tu pourrais nous dire comment s'est passé pour toi ces rencontres avec ces œuvres-là. Est-ce qu'il y en a une peut-être qui t'a plus marqué que d'autres? Est-ce que c'est des références qui te sont venues en cherchant, ou est-ce que c'est aussi des références qui, toi, t'ont permis derrière de trouver des pistes de recherche pour ton travail? Merci Samuel, merci aussi à toi comme pour Rosalia de vos lectures si généreuses. Et oui, il y avait certaines œuvres que je connaissais déjà avant d'écrire ce livre et avant d'écrire aussi Survivre à la survie. Et par exemple, le bâtiment des Chiliens de Macarena Aguiló, enfin quelques documentaires que j'avais regardés. Donc ils m'ont permis de nourrir cette réflexion à la base, avant d'entamer le projet d'écriture. Et ensuite, j'ai cherché systématiquement, je me suis donné pour tâche de connaître, vraiment essayer de connaître, pas de manière exhaustive, mais autant que possible, mon corpus. Donc j'ai lu, regardé, été confrontée à une centaine de créations entre le Chili et l'Argentine et d'autres pays aussi. Et peut-être un documentaire qui m'a beaucoup marqué, qui est peu connu, c'est le documentaire d'une Argentine, fille d'exilés politiques, qui s'appelle Gabriela Golder,
Elle s'appelle l'Argentina, Gabriela Golder, et son documentaire c'est En memoria de los pájaros, à la mémoire des oiseaux. Et en fait, c'est un court métrage, et c'est tellement poétique. J'ai trouvé là beaucoup de traits de la post-mémoire. Déjà, c'est un silence, et ça se déroule en silence, et il y a juste des sous-titres qui passent en espagnol. Et l'écriture de ce texte qui défile est magnifique. Donc elle dit j'ai vu des morts, on a jeté mon corps d'un avion. Elle commence en disant j'ai 5 ans. On est en 1980 et quelques. J'ai vu mon fils torturé, j'ai vu, on a jeté mon corps du haut d'un avion, on nous a menottés, donc elle incorpore les souvenirs du monde entier. Évidemment, des choses qu'une fille de 5 ans, elle ne peut pas voir son fils torturé, donc on comprend que en fait c'est une sorte d'éponge. Et pour moi c'est ça la post-mémoire. C'est absorber, 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 jusqu'à ce qu'on a l'impression d'avoir tout vécu, tout en n'ayant presque rien vécu. Donc on a même un peu honte de se dire avec ma petite expérience, et je sens que je porte tellement en moi. Et donc ce documentaire, déjà par le texte, m'a beaucoup marqué. Et le travail de l'image, c'est dans une sorte d'évanescence et de fragmentation constante des images qui défilent, du présent, du passé. Il y a une superposition aussi par transparence. Donc on a l'impression que les images sont toujours en train de disparaître. Et je crois que c'est un trait caractéristique du moins de l'une des esthétiques de la post-mémoire. C'est au bord de la disparition qui au fond est le fantomatique. Cette dissolution, parce que c'est comme ça que nous aussi on imagine ce passé qu'on n'a pas vécu et qui nous habite. Donc voilà, je dirais que ce documentaire a été pour moi une découverte. Merci. Donc, effectivement, ça rejoint donc l'importance de la dimension esthétique qui est présente dans le livre et qui accompagne forcément ce processus de post-mémoire. Beaucoup aimé aussi ces expressions de témoins de deuxième main ou deuxième génération de survivants, de retardataires, ce lien qui est toujours fait entre la mémoire mais aussi le temps présent et de comment avancer finalement dans sa propre vie au moment présent quand on est imprégné de ce trop-plein des affects. La question culturelle m'a aussi interpellé, puisqu'effectivement les références sont croisées entre le Chili et l'Argentine, des références croisées sur le plan artistique, mais aussi un croisement qui est lié, donc, comme je le disais, à ce terrain militant, dans la mesure où, par exemple, le collectif Historia Desobediente est présent donc, dans les deux pays. Et donc ça m'intéressait aussi de discuter avec toi si, dans le cadre de tes activités militantes ou académiques entre le Chili et l'Argentine, tu nous précisais en introduction justement la possibilité pour la post-mémoire de rencontrer finalement différents terrains géographiques et la possibilité qu'a la post-mémoire de nous toucher en dehors même du cadre unique donc de cette histoire partagée des dictatures du clan Condor. Est-ce que, en se resituant un peu dans le cas chilien, dans le cadre de la dictature chilienne qui commence en 1973 et dans le cadre de la dictature argentine de 1976, tu as pu identifier depuis donc, ton travail spécifique de sémioticienne et puis aussi depuis ton travail sur la post-mémoire, des similitudes ou des différences dans ces deux cas-là qui t'ont paru marquantes? Oui, c'est une très bonne question, parce que je me suis surtout concentrée sur les ressemblances. Un sémioticienne qui cherche en plus à créer, élaborer ou poser les bases d'une théorie générale de la post-mémoire. Je n'ai pas vraiment fait de distinction géographique. Et parfois, je parle aussi d'autres post-mémoires beaucoup plus lointaines par rapport à l'Amérique latine, comme post-mémoire de la Shoah, post-mémoire arménienne. Et c'est une tendance des sémioticiennes. Je cherchais plutôt les ressemblances qui permettent de construire une théorie et des concepts, etc. Mais je pense que il y a, oui, des différences. Bon, à commencer par le fait que les œuvres de la post-mémoire sont beaucoup plus nombreuses en Argentine qu'au Chili. Ce qui est symptomatique, puisqu'en Argentine, le travail de mémoire a été beaucoup plus important. J'ai trouvé en Argentine, et ça répond aussi à la question de l'écriture féminine, mais beaucoup plus d'œuvres qui parlaient de l'inframémoire, et surtout des œuvres écrites par des femmes, et donc qui mettaient un récit
ce qui passe par le corps et ce qu'on boit avec le lait maternel. Et donc, c'est raconter cette mémoire à même la peau. On la retrouve, j'ai l'impression, plus généralement en Argentine. Et donc, voilà quelques différences. Je ne saurais pas expliquer pourquoi en Argentine il y a ce travail sur l'inframémoire de manière plus systématique. Mais c'est ainsi. Et il y avait encore une différence. Non, je crois que non. Mais je pensais dans la militance politique, mais cela ne concerne pas vraiment la création au sein de la post-mémoire. Mais c'est vrai que les Argentins sont beaucoup plus disciplinés que les Chiliens, du moins parmi les désobéissants. Et donc, mais bon, ça c'est des différences locales. Voilà. Super, merci. Effectivement, donc cette question du militantisme aussi, elle rejoint. Donc, comme je disais au début, cet aspect collectif de la post-mémoire qui m'a marqué, et puis le rôle social aussi finalement de la post-mémoire, de mettre en avant l'importance de ce travail-là qui part donc de l'expérience sensible et individuelle, mais qui est nécessaire dans le cadre de transitions pactées avec les militaires où le silence et l'oubli ont façonné les sociétés post-dictatoriales. Et donc là, je pensais justement donc, aux camarades argentines, par exemple, de Historia Desobedientes, pour lequel justement ce cheminement de post-mémoire a aussi permis d'ouvrir un certain nombre de procès, de témoigner publiquement, et donc la difficulté aussi que ça peut représenter en termes de quête identitaire, mais aussi de positionnement dans l'espace public, d'accepter de parler. Et Véronica le disait en introduction, avoir commencé avec Historias Desobedientes en pensant ne jamais écrire, ne jamais parler publiquement, et finalement on est ici aujourd'hui. Et au film aussi de Lisette Orozco, que je recommande vraiment, El Pacto de Adriana, qui me semble aussi justement une œuvre vraiment peut-être paradigmatique de l'intérêt aussi de cette post-mémoire-là, justement, qui naît depuis l'espace privé, depuis l'espace familial, mais qui apporte à la société dans son ensemble. Et rapidement, une dernière question, et après peut-être laisser la parole au public. Un autre, le terme qui m'a aussi vraiment interpellé, c'est celui de retardataire. Parce que j'imagine, et en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, j'avais l'impression que c'était retardataire plutôt vis-à-vis de l'histoire que vis-à-vis de la mémoire, parce que quel serait le sens d'être en retard de la mémoire, est-ce qu'il y a une temporalité de la mémoire, c'est une question qu'on peut se poser, mais vis-à-vis de l'histoire, cette idée de retardataire vis-à-vis de l'exaltation révolutionnaire des longues années 60 en Amérique latine, d'une génération qui est née après le Che, après le modèle cubain, après Salvador Allende, après le moment de résistance des années 70, qui était trop jeune pour participer à la lutte des années 80, ou tout simplement dans l'impossibilité d'y participer de par l'exil. Et finalement, donc ce cheminement-là, cette question de retardataire, je lisais en même temps donc, un ouvrage de sociologie de Franco Ferrarotti, Histoire et histoire de vie, et il disait, je cite, « Reconstituer la mémoire collective du groupe primaire, c'est reconstituer sa capacité d'agir. Autour de ce récit, les acteurs sociaux se mobilisent, se réveillent, se rappellent à leur rendez-vous avec l'histoire. » J'avais envie de transposer en fait cette citation à la post-mémoire, et est-ce que, finalement, c'était ma dernière question, est-ce que reconstituer cette post-mémoire de manière collective avec les camarades chiliens, chiliennes, argentins, argentines, ça t'avait permis aussi, toi, dans le temps présent, de retrouver ton rendez-vous avec l'histoire et de te sentir moins retardataire, peut-être aussi avec tout ce que tu as pu, avec tout ce que tu as pu vivre et exprimer à travers ton travail. Oui, en effet, quand je parle de retardataire, je pense à la métaphore du train de l'histoire ou au rendez-vous de l'histoire, et cette réflexion et ce terme vient disons, un ressenti très, très élémentaire. Enfin, j'ai toujours, étant petite, senti éprouvé la nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue, qui était le Chili d'Allende, et même j'étais nostalgique de la période de résistance pendant la dictature. Et je pourrais même dire que de manière un peu honteuse, j'aurais voulu, à cette époque-là, éprouver la souffrance des victimes. Et que je me sentais même un peu pas légitime par rapport à ces événements et par rapport à cette souffrance. Et donc j'ai toujours eu l'impression, oui, d'être née trop tard. Je sentais que les événements les plus marquants de mon histoire des familles avaient eu lieu à une époque où je n'étais pas née. Et je le regrettais profondément.
ensuite, on peut dire qu'on est un retard de la mémoire dans le sens où on arrive trop tard par rapport à sa source expérientielle. C'est-à-dire qu'on hérite des souvenirs ou des pseudo-souvenirs, mais l'expérience sur laquelle se fonde la mémoire à proprement parler, elle nous a échappé. Donc, encore une fois, on est arrivé trop tard. Et c'est vrai que le travail de post-mémoire, puisque je pense que de même qu'il y a un travail de mémoire, il y a un travail de post-mémoire, permet, du moins moi ça m'a permis d'une certaine manière de rattraper mon retard ou de me dire je suis née au bon moment. Et c'est grâce à l'expérience politique, donc j'ai toujours voulu être guérillera. Mais justement, je ne trouvais pas de... il n'y avait pas le contexte. J'étais dans une sorte... On est parfois dans une sorte de compulsion de répétition. Et donc, je cherchais le moment où mon heure viendrait, mourir pour la cause. J'étais prête, mais le moment n'est jamais venu. Et j'ai même organisé des manifs ratés, parce que bon, voilà, j'ai lu les carnets du Che Guevara. J'étais vraiment prête pour la bataille, mais il n'y avait pas d'armée derrière moi. Donc, j'étais toute seule. Et donc, ce regret, avec le temps, s'est transformé en autre chose. Je ne sens plus cette nostalgie de cette époque-là, un peu quand même, parce que c'est la douleur qui traverse les générations aussi, le regret de ce qui s'est passé, de cette violence inouïe, etc. Mais je sens que j'ai rattrapé, oui, mon retard. Et je crois que c'est bien. Je ne veux plus être guerrière, non plus, bon. Oui. Voilà, merci beaucoup Samuel. Bon, nous allons passer la parole au public maintenant, donc vous pouvez poser vos questions. Je peux intervenir? Oui, bon, exceptionnellement, je t'autorise. Oui, merci. En attendant que se anime un poquito, ya. Et à propos, finalement, ce qui reste, c'est la question aussi de qu'est-ce que c'est la post-mémoire par rapport à la mémoire. Parce que je me demande si les processus ne sont pas à l'œuvre, ne sont pas les mêmes, mais les positions et les situations sont différentes. Et non pas l'absence ou pas de ces processus. Et je pense à la question de la légitimité où tu viens de penser. Mais nous avions aussi ça. C'est-à-dire que nous posions la question de la légitimité par rapport aux disparus. Parce que toujours, il y a quelqu'un qui est plus victime que nous. Nous, ex-prisonniers politiques, quand on a commencé les témoignages pour les procès, quand on prenait les témoignages, on témoignait sur les disparus, on a vu un tel qui n'est pas là. Et on avait du mal à centrer le témoignage sur notre propre vécu. Mais toi, qu'est-ce que tu as vécu? Non, on m'a rien fait, mais comment? On t'a donné à manger? Non, je n'ai pas mangé pendant une semaine. Ils n'ont te golpeé? Mais oui, on m'a donné des coups pendant je ne sais pas combien de temps. Et la conscience est d'être sujet et d'être aussi légitime, ça a besoin aussi d'un chemin de mémoire. Donc le chemin de mémoire n'est pas si différent que le chemin de la post-mémoire, mais les positions sont différentes. Oui, je suis d'accord. Je pense même que mémoire et post-mémoire font partie d'un même processus de cheminement vers ce qui deviendra plus tard l'histoire, disons, où la douleur ne disparaît pas, mais elle se tarit. Et donc, bien sûr, c'est un processus global dans lequel s'insèrent ces deux formes de la mémoire. Mais c'est vrai que comme nous aussi, donc je dis, on ne se sent pas légitime, j'avais besoin de dire, mais nous aussi, donc trouver un terme pour désigner ma génération et lui donner une sorte de dignité, de légitimité qu'on ne sent pas qu'on a d'emblée.
Et ce que tu dis par rapport à ce sentiment de culpabilité, bah, c'est clair que ce que Primo Levi appelle la honte du survivant, c'est un phénomène très caractéristique, très connu, je pense que parce que tous les survivants l'ont éprouvé d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'elle s'est transmise aussi à travers les générations, sauf que dans la deuxième, je ne sais pas si la troisième, mais deuxième génération, c'est un peu comme la honte du survivant. C'est-à-dire, c'est la honte de ne pas avoir assez souffert, pas tellement d'être là à la place d'un autre, parce qu'on a usurpé, comme dit Primo Levi, nous on a usurpé la place de personne. Parce que Primo Levi, il se demande, est-ce que tu as honte parce que tu es vivant à la place d'un autre? Nous, c'est pas ça la question, c'est plutôt je n'ai pas souffert autant que ceux qui me précèdent. Donc, ma vie n'est pas à la hauteur ou à la profondeur de leur survie. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments communs, sauf qu'il y a des nuances. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Voilà, j'arrive. Merci. Compliments pour votre apport à la science qui met en question l'histoire. Parce que l'histoire, du point de vue général, il faut attendre que tous les participants, tous ceux qui ont vécu un événement soient disparus pour donner la parole aux chirurgiens, historiens et de ce qui est l'autopsie d'un événement social. J'estime que c'est très important comme méthode, car par exemple, je parle toujours avec des exemples, j'ai dans ma famille 2 disparus, et dans des contextes différents. Mon oncle, un oncle qui est décédé lors des bombardements alliés à Düsseldorf. Pour se souvenir de lui, ils m'ont donné son nom. Je m'appelle comme mon oncle qui est décédé, disparu. C'était un devoir de mémoire aussi, que quand je suis venu en France, une ancienne tata que j'avais, qui pleurait toujours, m'a donné comme tâche trouver quelque chose d'un disparu de ma famille. De l'autre qui est décédé, qui est disparu en Argentine, Juan de Dios Aramayo, la même chose, mais en fait, il y a tellement de choses sur la méthode. Et je me demande si dans le cadre de la psychanalyse, la mémoire se transmet aussi par le génome. Bon, je ne sais pas comment s'appelle le nom scientifique, parce que si on transmet même la souris, les caractères, tout, on doit sûrement, ou non, je ne suis pas psychanalyste de ces événements marquants dans les histoires de famille. Et dans le cadre de... Je suis bolivien. Le travail de la maman et de Rosalia, l'histoire, la mémoire historique des communautés andines, on fait pervivre, survivre, interpréter, réinterpréter, changer, adapter à la modernité des processus de violence et d'identité. Je te félicite des colons Anka qui ont envoyé, je ne sais pas, comme à Cochabamba, là tu travailles, des populations de l'Équateur. Bon, et merci pour ton apport, hein, et c'est ça, c'est la mémoire et la parenté. Merci beaucoup à toi. Alors, dans ton intervention, il y a plusieurs questions qui me paraissent intéressantes, sur lesquelles je dirais juste un mot assez rapide. Mais je ne crois pas que l'histoire commence lorsque tous les survivants sont morts, enfin quand ils décèdent. Je pense que justement la mémoire en amont de l'histoire se prolonge à travers les générations. Mais cette question du passage, s'il y a un passage de la mémoire à l'histoire, je crois qu'elle dépend plutôt... Bon, je disais, pour moi, la différence entre mémoire et histoire se trouve dans l'implication plus ou moins forte du corps et des affects. Je crois que la mémoire, elle est traversée d'affects et de souvenirs, à même le corps, alors que l'histoire implique une sorte de distanciation, un discours à la troisième personne. Et je crois que le passage, c'est une hypothèse, est déterminé par des facteurs comme
la sanction des coupables, la réparation des victimes, la reconnaissance des victimes, voilà, des sortes de clôtures narratives à partir desquelles on peut dire bon, ce récit commence à être clos. Et à partir de là, je crois qu'on peut aller vers l'histoire. Et c'est pour ça que, je ne sais pas, la colonisation, la conquête au Mexique, par exemple, comme dans d'autres pays, au Chili aussi, c'est une blessure toujours ouverte. Et ils portent même, les Indiens du Mexique, dans leur corps, les traces de la colonisation. Il y a même une manière de se poser, une sorte de soumission, si on peut dire. Bon, ça a changé avec le temps, hein, mais alors que ça fait des siècles. Donc je pense que ça a à voir avec les processus de réparation. Ensuite, pour la question de la disparition, oui, c'est vrai qu'on a tendance à porter cette disparition dans la famille, enfin de ceux qui nous précèdent, comme une sorte de poids et de devoir plutôt. Pas forcément un poids, mais comme un devoir. Et je le dis parce que il n'y a pas de disparu dans ma famille, mais un ami très très proche de mes parents a été arrêté en même temps qu'eux et il est disparu par la suite. Et il s'appelait Victor. Et c'est pour ça qu'on m'appelait Veronica, parce que ça commence avec un V. Et m'appelait Victoria. Victoire, c'était un peu, étant donné l'ampleur de la défaite, c'était un peu mauvaise blague ou je sais pas, ironie, utopie acharnée. Donc on m'appelait Veronica. Mais c'est vrai que ce V, une toute petite trace, m'interpellait. Et à l'âge où Victor a été arrêté, je m'imaginais qu'il allait m'arriver quelque chose. Et je le souhaitais presque dans cette volonté de guérilla ou martyr de la Révolution. Je me disais, mais mon heure n'arrive pas. Et à 24 ans, hélas, rien de glorieux n'est arrivé, sauf une immense dépression, mais qui n'a rien de héroïque. Et donc voilà, pour dire que la disparition aussi, bon déjà quand elle passe par les noms ou par ces symboles qui rendent hommage aux disparus à travers les descendants, ça implique une sorte de devoir ou de responsabilité de mémoire. Et dernier point, le génome, alors bon, il y a beaucoup de disciplines qui se sont occupées de la post-mémoire et il y a aussi ce qu'on appelle l'épigénétique, que je ne connais pas. Et je connais à peine les principes, mais bon, c'est cette idée qu'il y a des modifications génétiques ou périgénétiques, ou je ne sais pas qui se transmettent à travers les générations. C'est une idée débattue. J'ai trouvé des chercheurs qui sont pour ou contre, mais c'est vrai que moi, très vite, je me suis dissociée des domaines autres que le discours et le langage, puisque c'est mon domaine de spécialité. Donc par rapport aux autres domaines, je ne peux pas dire grand-chose. D'autres questions? Merci beaucoup pour ce magnifique biographie. J'ai une question. Combien de temps vous a fallu pour écrire ce livre, cette biographie? Merci Virgile. Donc combien de temps est-ce qu'il m'a fallu? Bon, comme à la base j'avais écrit un pavé, donc de 400 pages, comme je l'ai dit, qui ensuite, heureusement, je l'ai divisé. Je dirais que ça m'a pris un an et demi peut-être, mais en plus j'ai eu une bourse du CNL qui m'a contrainte, heureusement, à rendre le manuscrit, donc je dirais pas plus d'un an peut-être. Mais enfin, le processus qui m'a amené à écrire ce livre, il a duré 30 ans, parce que comme dit un de mes semblables argentins, à un moment donné, on devient le détective de ses parents. Donc il m'a fallu une longue enquête, fouiller dans les tiroirs, lire des lettres qui ne m'étaient pas destinées, chercher dans le placard, les journaux. Bon, heureusement que je le dis en français parce que mes parents ne parlent pas le français, donc ils ne le sauront pas. En plus avec la vidéo, mais bon. Et donc il m'a fallu enquêter. Et bien sûr, ce qui est curieux, c'est que je disais à ma mère, elle voyait que je découvrais des choses, mais elle m'a dit, mais je t'ai toujours tout raconté. Mais moi, ce que je pourrais lui répondre, c'est qu'on ne raconte jamais tout.
elle m'a raconté sa version, mais c'était impossible qu'elle me donne d'autres parce qu'elle était témoin de son point de vue à elle. Donc, ce que j'ai découvert, ce sont des choses, d'autres versions, d'autres éléments dont elle-même ne disposait pas. Donc, cette enquête a duré plusieurs années. Ensuite, bon, le processus psychique que ça implique aussi, c'était très, très, très long. Donc, je dirais que c'est, oui, l'aboutissement de trentaine d'années de travail. Merci Virgile pour ta question. Bonsoir Véronica. Majid, je ne t'avais pas reconnu parce qu'en plus, je vois pas bien même avec les lunettes. Donc je voulais poser une petite question. J'ai eu la chance, en fait, il y a quelques années, d'écouter une conférence d'un grand écrivain hongrois, Imre Kertész, donc qui a écrit un livre qui s'appelle Être sans destin, qui est publié chez Actes Sud. C'est un survivant d'Auschwitz. Et je ne sais plus quelle question on lui avait posée exactement, précisément, mais je me souviens très bien de sa réponse. Et je crois que c'était par rapport à l'édition. Il est resté très longtemps sans être publié. Il traduisait les philosophes allemands, tout ça, mais lui-même, ses propres œuvres, comment dire, il ne les publiait pas. On lui avait posé la question, comment il a tenu, etc. Et il a dit qu'il aurait continué à écrire, même s'il n'avait pas été publié, parce qu'il avait besoin de créer de la beauté. Voilà. D'une certaine façon pour survivre à ce qu'il a vécu. Ma question en fait c'est à l'étage au-dessus, est-ce qu'il y a un processus de cette nature, c'est-à-dire à l'étage de la post-mémoire? Voilà. Merci Majid pour cette question. Oui, je pense que, bon, sans être, je ne dirais pas que l'écriture est thérapeutique. Parfois elle fait, par moment, ça dépend, mais ça fait plus de mal que de bien. Mais elle permet, oui, je pense, à la première génération de survivre. Il me semble que dans la deuxième génération, l'écriture permet de mieux survivre à la survie. Je reprends le titre du premier livre que j'ai écrit, c'est-à-dire de mieux survivre à cette condition de survivant de nos parents. Donc on réussit à se situer par rapport à ça et peut-être à trouver aussi une distance par rapport à eux et à ne pas ressentir d'une manière aussi intense peut-être les émotions que suscitent en nous ces souvenirs qui ne nous appartiennent pas. Donc je pense en effet que l'écriture est très importante. Aussi elle permet de combler certains vides, comme je le disais, à travers l'imagination, sachant que les retardataires, on a une sorte d'aurore vacui. Donc on a horreur du vide, donc on essaie de le remplir, même en imaginant ce qu'on ne peut pas, ce qu'on ne connaît pas, et on ne connaîtra jamais. Mais je dirais que ce n'est pas seulement l'écriture qui permet de survivre à la survie, ou de remplir, combler certains vides, mais aussi la création en général. Donc c'est pour ça que la création artistique est si importante dans la post-mémoire. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, je crois que ton exemple d'Imre Kertész était très important. Et toi, tu parles d'esthétique ici. Quand on pense à nos petits-enfants, parce que là, on a laissé la question de nos petits-enfants, mais une des grandes surprises pour nous a été de voir que la chaîne des mémoires au Chili s'est construite beaucoup plus presque avec les petits-enfants que nos enfants, qui par ailleurs nous rapprochaient le silence, etc. Et quand on pense à la révolte, dont tu parles un peu, sur laquelle j'ai aussi travaillé, et je pense que tous ces petits-enfants, pour reconstruire cette mémoire, passent par un phénomène d'esthétisation. La danse, l'importance de la danse, des costumes, la musique même. Cet investissement énorme de la musique qui n'était pas la littérature ni le cinéma. Ce phénomène collectif d'être ensemble dans un souvenir de tocar, al pueblo unirme, tout le répertoire qui avait apparu, le Molimadinho, plein de choses, et
Mohamedine, les chansons, comment elles ont cette capacité-là. Il y a toute une autre question à se poser. Comment la musique, concrètement, mais aussi la performance de la danse, va créer une transmission latérale et qui en même temps est transgénérationnelle parce qu'elle vient d'avant, mais qui est réinvestie et resignifiée, n'est-ce pas, de cette mémoire et cette post-mémoire collective. Et là, le rôle de l'esthétique, le rôle de la beauté, tu as parlé de la beauté, c'est très juste ce que tu as dit. Parce que c'est en passant par ces phénomènes de beauté qu'on l'entend, donc ça peut être la laideur, hein, mais c'est aussi un phénomène d'esthétisation, et qu'on peut retrouver l'humanité. Pas seulement se retrouver en soi-même, mais retrouver une humanité, quelque chose de bien qui nous unit, qui nous communique, qui nous met ensemble. Et là, il y a tout un chapitre aussi à penser. Hein. Oui, oui. Alors, en sémioticienne, je dirais que, bien sûr, on ne peut pas survivre, ou certaines personnes, si on ne produit pas de la beauté, mais aussi on ne peut pas survivre si on ne produit pas du sens. Et finalement, l'art ou la réflexion théorique, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes de la deuxième génération qui se consacrent à la réflexion autour de ces sujets, c'est trouver un sens et donner du sens à l'insensé, à quelque chose qui à la base c'est le chaos total. Et je crois que s'il y a quelque chose d'insupportable pour l'être humain, c'est le non-sens, le manque de sens. On est des êtres sémiotiques par nature, je dirais. Et je crois que... Oui, juste avant, on va rajouter une chose que j'ai oublié de dire et qui me semble importante, parce qu'on parle beaucoup donc, effectivement du trauma, des souffrances que ça implique, mais je voulais aussi quand même mettre en avant justement la force, le courage, la puissance des survivants et survivantes de la première ou de la deuxième génération. Et cette force, cette puissance, elle met d'autant plus en exergue la lâcheté des perpétrateurs quelque part, qui eux finalement, si on prend le cas chilien, n'ont qu'un petit mot, une petite phrase qui pourrait soulager. On parlait de retrouver l'humanité, juste de dire peut-être l'endroit, de donner une indication sur les charniers. Et quand on voit que très peu ont parlé, justement le travail de Véronica là-dessus est extrêmement précieux, puisque peut-être on aura l'occasion d'en dire quelques mots, mais avec Papouzo, c'était justement aussi l'occasion de rentrer finalement sur un autre terrain aussi, peut-être de cette mémoire et de post-mémoire, mais voilà, de mettre en avant ça, la lâcheté des perpétrateurs, depuis le moment même qui précède l'acte, quand on pense au général Pinochet qui attend dans un hélicoptère non loin de la Cordillère des Andes le 11 septembre 1973 pour pouvoir se tirer en Argentine au cas où le coup d'État échoue, jusqu'aux lois d'amnistie et jusqu'à aujourd'hui finalement, ces prisonniers chiliens à Punta del Rieles qui sont dans une prison où quand même ils bénéficient d'un très grand nombre d'avantages et qui finalement peut-être pour retrouver cette humanité auraient besoin finalement que de quelques mots qui ne sont pas grand chose en comparaison à tous ces poids dont on doit se défaire sur le chemin de sa post-mémoire et sur le chemin de ce deal avec le traumatisme, et ça me paraît important quand même de le souligner sur le plan politique. Merci, il nous reste le temps d'une dernière question. Merci. J'ai une question, je ne voudrais pas qu'elle paraisse choquante, mais je suis étonné quand on travaille sur la 3e génération ou éventuellement la 4e génération, on s'éloigne historiquement du fait générateur. Et en fait, on peut quand même imaginer aussi que la vérité se distancie un peu de ce qui vraiment s'est passé. Et donc, je trouve très bien tout ce qui a été dit, mais je suis un peu, pas dubitatif, mais je me questionne sur ce sujet. Oui, je crois qu'il y a peut-être une perte vériditoire, si on veut, par rapport à la vérité des faits. Bon, heureusement qu'il y a le travail des historiens, qui en réalité il commence en même temps que la mémoire, mais qui permet de garder les preuves, de garder tout ce qui prouve que ces événements ont effectivement eu lieu. Et c'est ce qui permet que n'importe quel discours n'est pas acceptable, comme le discours négationniste, etc. Mais c'est vrai que dans la transmission générationnelle et dans l'expérience individuelle, il y a une perte de la véracité des événements, mais en même temps, je crois qu'il y a d'autres régimes de vérité que la vérité factuelle. Donc il y a aussi la vérité des affects, la vérité de la souffrance, et je crois qu'on est des témoins directs de la souffrance que ces événements que l'on ne connaît pas ont provoqué chez nos parents. Donc on est témoin d'autres formes de vérité
qui, à mon avis, ne s'éteint pas forcément avec le temps. Justement, quand il n'y a pas eu réparation, quand il n'y a pas eu justice, pas eu sanction, je crois que ces vérités-là persistent et se prolongent. Voilà. Merci Véronica, mais tu as peut-être une petite minute pour nous expliquer si sur ce deuxième livre, tu as commencé l'écriture comme pour survivre à la survie en français et ensuite tu l'aurais traduit en espagnol. Parce que tu nous as parlé de distanciation, j'ai beaucoup entendu ce mot-là. En effet, merci Pascal pour cette question. Oui, j'ai écrit l'ensemble, donc le gros pavé, en français d'abord. Et c'est ensuite que j'ai traduit ce qui donnerait lieu à Survivre à la survie en espagnol. Donc, le livre s'appelle La resaca de la memoria, parce que resaca en espagnol, c'est à la fois le ressac et la gueule de bois. Donc ça me permettait de jouer avec ce terme. Et je crois que avoir recours à une autre langue que la mienne, bon déjà la bourse exigeait que le livre soit en français, mais il n'y a pas que ça. Ça permet justement une distanciation par rapport à ce trop-plein d'affect. Et donc passer par le français, je crois que ça a été très important pour moi. Je me sentais peut-être aussi un peu moins coupable de dire des choses, sorte de secret de famille, ou je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose par rapport à la langue. Et donc le livre théorique qui est issu du premier manuscrit aussi, il est en français et je compte le traduire d'ici de l'année prochaine pour pouvoir le publier en espagnol. Mais c'est vrai que le rôle de la langue est très intéressant, d'autant plus que dans la langue première, il y a la mère, la langue maternelle. Et peut-être qu'il fallait justement ma mère d'un côté, moi de l'autre, pour pouvoir écrire sur ces sujets. Juste avant, bon, on va clore, on va terminer. Il faudra sortir tout de suite parce qu'il y a un concert, mais on se retrouve dans la salle d'à côté. Je voudrais juste remercier chaleureusement El Mono González, qui est un muraliste de l'époque de la résistance au Chili, qui m'a fait l'honneur d'intégrer, voilà, de m'autoriser de publier cette sérigraphie dans la couverture. Donc voilà, merci Mono González, il se trouve au Chili, mais je vais lui écrire. Merci à vous tous. Merci les intervenants et merci beaucoup.